La grande édition sur i24 News. Bienvenue à tous, votre rendez-vous quotidien avec l'actu du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. 11e jour de protestation en Iran et une tension qui s'approche du seuil critique. La répression continue de s'intensifier. Sous pression, le régime va jusqu'à évoquer des frappes préventives contre ses ennemis. Réponse à Washington, Donald Trump tuera Ali Khamenei s'il poursuit ses massacres contre la population. Déclaration signée du sénateur Lindsey Graham. L'ombre de l'opération de Caracas planerait-elle sur Téhéran? La peur d'un scénario similaire s'installe et Israël reste sur ses gardes. Israël qui a d'autres fronts à traiter. Au nord, Tsahal affirme que les préparatifs offensifs sont bouclés face au Hezbollah. Il ne reste plus que le feu vert politique. Objectif, affaiblir la milice pilotée par Téhéran, rompre l'équation avec un État libanais impuissant et imposer une nouvelle réalité stratégique sur le long terme. C'est l'Arabie Saoudite qui dit s'inquiéter d'une nouvelle guerre au sud Liban. Alors qu'à Gaza, on le verra, nous tenterons de comprendre comment et pourquoi le Hamas sort de la guerre avec des finances intactes. Israël aurait-il cédé aux pressions turques et qataries? Et puis il met à jour la définition de sa promesse America First, l'Amérique d'abord. Aux États-Unis, Donald Trump s'efforce d'expliquer que l'interventionnisme dont il fait preuve ces jours-ci ne contredit pas son engagement à retirer Washington des différentes zones de tension. Parviendra-t-il à ses fins, à savoir contrôler les ressources et marginaliser Chinois, Russes ou Iraniens? Un exemple, on le verra, ce navire pétrolier battant pavillon russe, saisi par les forces américaines alors qu'il était protégé par un sous-marin de Moscou. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Un régime au bord de la rupture. Voilà comment certains observateurs interprètent ces jours-ci les derniers signaux en provenance de Téhéran. Pas d'essoufflement côté manifestation, répression accrue et des doutes quant au bilan de 36 morts. Le pouvoir iranien crie désormais au complot international. Il affiche sa détermination à mater la contestation. On fait le point sur les derniers développements en images avec Mathieu Winding. Au 11e jour de la contestation, la répression s'accentue. La nuit dernière, les affrontements avec la police se sont poursuivis dans plusieurs villes. À Nériz, les forces du régime ont ouvert le feu sur les manifestants. Hier soir, la police a dispersé un sit-in dans le Grand Bazar de Téhéran, là où la contestation a commencé le 28 décembre. Les appels à manifester ne se sont pas arrêtés pour autant. La monnaie iranienne continue d'atteindre des niveaux historiquement bas. Autre facteur aggravant, la Banque centrale iranienne a considérablement réduit les taux de change subventionnés qu'elle proposait justement aux marchands du bazar. La réponse du pouvoir est de durcir le ton. La justice et la police montrent un front commun et promettent de réprimer les émeutiers. Un Iranien accusé d'espionnage au profit d'Israël a été exécuté. L'ancien ministre du renseignement iranien et désormais chef du système judiciaire décrit la contestation comme un complot international. Ceux qui descendent aujourd'hui dans la rue pour participer à des émeutes, les diriger, les soutenir ou les aider, à la lumière de cette déclaration explicite du régime sioniste criminel et du président criminel des États-Unis et des questions qu'ils ont soulevées, s'ils descendent dans la rue pour provoquer des émeutes ou créer de l'insécurité ou s'ils les soutiennent, alors aucune excuse n'est valable. La situation est désormais très claire et transparente. Ils agissent désormais de concert avec les ennemis de la République islamique d'Iran. À ses côtés, le chef adjoint de la police qui promet d'assurer la sécurité du peuple iranien, de garantir le droit de manifester et de réprimer ceux que le régime qualifie d'émeutiers. Nous rassurons notre cher peuple et promettons que nous affronterons les émeutiers jusqu'au dernier. Aux États-Unis, la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants décrit dans des posts sur X la vague contestataire comme gagnant de nombreuses villes et comme étant capable de faire vaciller le régime des mollahs. Sur Fox News, le sénateur Lindsey Graham menace directement les ayatollahs. Si la répression meurtrière continue, contrairement au souhait du président Trump, l'élu républicain assure que les ayatollahs et leurs sbires se réveilleront morts. Alors, dernier signal inquiétant, des milices chiites étrangères seraient appelées à la rescousse pour épauler les forces de sécurité iraniennes dans les rues donc, du pays. Bonsoir Christopher Barolin. SOS ou pas à Téhéran, en tout cas, eh bien, les mollahs feraient appel au Hezbollah. Oui, c'est une information qui a été rapportée par nos confrères du média d'opposition Iran International, basé au Royaume-Uni. Des milices chiites pro-iraniennes, donc en Irak, qui auraient commencé à recruter des hommes, des combattants, pour aller rejoindre les forces de sécurité iraniennes et les aider à réprimer donc, ces manifestations. Environ 800 combattants irakiens auraient déjà rejoint l'Iran, auraient déjà été transférés dans le pays. Ils feraient partie de plusieurs groupes
en Irak associés au Hezbollah. Bagdad, le gouvernement irakien, serait d'ailleurs au courant de ces mouvements. Il faut dire que, comme on le voit sur cette carte, la plupart des manifestations sont en ce moment à l'ouest du pays et à l'ouest de l'Iran. Il y a la frontière avec l'Irak. Donc forcément, il est très simple pour ces hommes, pour ces milices pro-iraniennes, de franchir la frontière et ensuite de se mêler aux forces de l'ordre. Certains témoignages racontent entendre parfois dans les forces de l'ordre parler arabe et non le persan, qui est la langue évidemment locale. Pour l'instant, rien n'a été confirmé, ni par Téhéran évidemment, ni par Bagdad. Ouais, intéressant, d'autant qu'en parallèle, Téhéran redoute une action américaine. Oui, il craint en effet que ce qui est arrivé à Nicolas Maduro arrive finalement à l'un des leurs du côté de Téhéran. Le Venezuela est un allié historique, on le sait, de l'Iran. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Et donc le scénario d'une arrestation spectaculaire à la Nicolas Maduro pourrait se produire selon le régime iranien. Il pourrait se produire en la personne du guide suprême iranien, Ali Khamenei. L'autre scénario qui suscite aussi des inquiétudes dans les bureaux du régime iranien à Téhéran, c'est une nouvelle action, une nouvelle offensive de l'armée israélienne contre les dirigeants iraniens, similaire à ce qui s'était passé au début de la guerre des 12 jours. On se souvient que ça avait tué de nombreux responsables iraniens. Ces inquiétudes se traduisent très concrètement en Iran, notamment dans les médias iraniens qui affirment à la télévision qu'il y a des projets concrets d'enlèvement de personnalités iraniennes, sans vraiment évidemment donner de preuves de cela. À l'université de Téhéran, il y a même un ayatollah du régime iranien qui s'est exprimé et qui a appelé la population à prier pour le guide suprême iranien qui, selon lui, serait en réel danger à l'intérieur même de l'Iran. Voilà, un régime donc sur ses gardes, et on peut le comprendre. Merci beaucoup, Christopher Barolin. Et on va tenter à nouveau d'interpréter l'ensemble de ces signaux avec un expert de l'Iran, c'est Hanan Geffen. Bonsoir et merci, général de brigade de réserve de Tzahal. Vous êtes ancien commandant de l'unité 8200, prestigieuse des renseignements militaires israéliens. Alors un mot sur l'entrée en scène justement de ce qu'on vient de dire, ces milices chiites pro-Iran. Concrètement, le régime durcit sa répression, vous pensez à travers cela. Pourquoi un tel renfort de l'extérieur ? Il me semble qu'ils n'en ont pas besoin, cette aide des chiites irakiens. C'est peut-être quelque chose de totalement symbolique, parce que la quantité de force, s'ils en avaient besoin à utiliser, ce sont des dizaines de milliers ou même davantage dans tout le territoire iranien. Et donc, le problème n'est pas l'aide extérieure, mais comment se mesurer avec cette vague qui va croissante. Ouais, et peut-être aussi c'est plus facile pour des agents étrangers, des mercenaires, de tirer éventuellement sur la foule, plutôt que ce soit des Iraniens, des policiers iraniens qui le fassent. Oui, le problème est bien plus complexe que cela. Les Iraniens sont dans une situation sans précédent dans les émeutes des dernières années, parce que la base, cette fois-ci, est économique. La base des émeutes, c'est le taux du dollar, c'est l'import-export, et les grands commerçants, les bazars, sont le centre à partir duquel commencent les émeutes et se rajoutent d'autres problèmes de minorités, des problèmes régionaux, des problèmes linguistiques, etc. Mais la base est une base économique. Et cette base économique, ils n'ont pas de réponse à donner à la population, les Iraniens. Ils disent, le président dit, on va parler avec les manifestants, mais au-delà de ça, ils ne savent pas. Ils n'ont aucune capacité à donner une date pour améliorer la situation. La situation ne peut pas s'améliorer. Et donc, le dilemme est énorme, parce que si théoriquement ils avaient été prêts à négocier sur la question balistique, nucléaire, alors ils auraient levé certaines sanctions et les choses s'amélioreraient au niveau du dollar, etc. Mais le régime ne peut pas prendre une telle décision. Ce régime est très fanatique sur ce qui est les missiles balistiques, les questions nucléaires, et donc il va falloir qu'il voit comment se mesurer prochainement. Nous allons voir une augmentation de la réaction militaire des gardiens de la révolution, des Basiges, toutes les forces que les Iraniens vont pouvoir enrôler sur les diverses zones, parce que les manifestations ont lieu dans tout le pays. Et c'est un dilemme énorme pour eux. Et en particulier,
quand on a entendu le président Trump dire attention, ne tirez pas sur les manifestants. Et aujourd'hui, ils prennent les menaces du président Trump un peu plus au sérieux que ça n'a été le cas lors de son premier mandat. Alors, on va y revenir justement, mais vous dites c'est important, pas de solution miracle effectivement à ces problèmes qui se sont accumulés pour la population iranienne pendant des années. Vous dites que le régime est vraiment sous pression et donc peut-être d'autant plus dangereux, c'est-à-dire qu'il est craintif et il sait aussi que sa marge de manœuvre s'est beaucoup réduite depuis la guerre de juin dernier. En Iran, ils sont capables, ils ont beaucoup de forces qu'ils n'ont pas encore utilisées. Pour l'instant, ils essayent de freiner avec retenue. Nous voyons la retenue des forces qui n'ont pas reçu l'ordre de faire des choses très violentes face aux manifestants. Ils se retirent, ils font attention. Mais le régime est totalement fanatique. Son noyau est très extrémiste et ils sont un noyau dur et très stable. Et mon estimation, c'est qu'ils n'ont pas utilisé encore la force qu'ils ont. Le problème, c'est que face à la question économique commence à toucher la stabilité et la force de la société. Et ils vont devoir bientôt craindre la fidélité des forces provinciales qui risquent d'être beaucoup moins fidèles au régime. Des choses qu'on n'a pas vues jusqu'à présent parce que jusqu'à présent, les émeutes n'étaient pas basées sur des situations économiques aussi graves. Ouais, effectivement. Et rapidement, sur le paramètre américain, un commentaire sur la déclaration qu'on a citée tout à l'heure du sénateur Lindsey Graham. Trump va tuer Khamenei si l'Iran poursuit ses massacres. Après ce qui s'est passé au Venezuela, est-ce que vous pensez que c'est plus que de la rhétorique, ce type de déclaration ? Sans aucun doute que c'est bien plus que de la rhétorique. Et sans aucun doute, les Américains, la CIA et d'autres éléments de renseignement occidental se promènent en Iran pour chercher des forces. Ils essaient d'utiliser, de faire fonctionner, de mettre en route toute leur influence pour amener le changement en Iran. Et les Iraniens sont très conscients de cela. Leur situation aujourd'hui est vraiment très difficile parce qu'il y a cette menace du marteau américain qui est Donald Trump qui est inattendue et ils en sont bien conscients. Voilà, imprévisible, Donald Trump. Merci beaucoup à vous, Général Hanan Geffen, d'avoir été avec nous ce soir en direct. On va s'intéresser aux alternatives au pouvoir actuel en Iran. C'est l'édito de cette édition. Alors un nom qui est murmuré, semble-t-il, par endroits en ce moment dans la rue iranienne, un nom qui rappelle le passé de ce pays avant la dite révolution islamique. Bonsoir Christian Mallard, notre consultant diplomatique à Paris. Christian, Reza Pahlavi pourrait-il symboliser l'espoir d'un pays chez certains ? L'Iran aux Iraniens, c'est le message clair d'un Reza Pahlavi qui prendrait le pouvoir en Iran. Il ne veut pas d'un pays ou d'un gouvernement qui serait inféodé aux États-Unis. Il a tiré depuis longtemps les enseignements du jeu américain en Iran, en Irak, en Afghanistan. Et pour lui, un changement de régime doit être mené par les Iraniens eux-mêmes. En revanche, il veut sceller de bonnes relations avec Israël. Il ne veut pas faire de Khamenei un martyr qui serait jugé pour ses crimes. Il veut que le régime tombe de lui-même, ce qui semble être en cours. Il l'accuse au passage d'avoir financé et renforcé ses proxys. Il pense que Benyamin Netanyahou est de son côté et qu'il pourrait l'aider, le moment venu, à se joindre aux accords d'Abraham. Aujourd'hui, Reza Pahlavi considère qu'après 47 ans de pouvoir, la République islamique a épuisé sa soi-disant légitimité. Reza Pahlavi veut s'adresser aux monarchistes, aux républicains, aux laïcs, aux religieux, aux activistes, et il le fera d'après ce que nous savons demain, jeudi, et vendredi à 20h pour leur donner les instructions à suivre. Il prône la séparation de l'Église et de l'État et tient au respect de l'intégrité territoriale de l'Iran. J'apporterai une touche personnelle à mon édito en vous disant que je connais Reza Pahlavi depuis 43 ans, c'est-à-dire depuis son exil passager au Maroc en 1983. Je l'ai suivi dans ses pérégrinations aux États-Unis et en Europe. L'homme m'est toujours apparu intègre et lucide sur la situation de son pays et sur un certain nombre d'erreurs commises par son père
et par les Occidentaux. Il connaît les difficultés qui l'attendent. Sa tâche sera ardue. Il connaît aussi la versatilité des êtres humains et celle des Iraniens en particulier. Voilà une piste en tout cas. Merci beaucoup Christian Malard depuis nos studios parisiens. Alors on a évoqué juste avant le Hezbollah et on garde à l'esprit que le principal terrain de cette milice, ça reste évidemment le Liban. Tension lourde ces jours-ci à la frontière nord d'Israël où l'on rejoint tout de suite notre envoyé spécial. Bonsoir Stéphane Goldin. Alors beaucoup d'activités Stéphane encore aujourd'hui, à tel point que Tsahal se dit fin prêt pour une confrontation majeure. Expliquez-nous. Bonsoir David, effectivement, Tsahal est complètement prêt pour une opération d'envergure sur le territoire libanais, en tout cas au sud Liban. Toutes les options ont été posées sur le bureau du gouvernement israélien. Maintenant, Tsahal n'attend plus que le feu vert du gouvernement. Alors évidemment, plusieurs options s'ouvrent à elle, mais Tsahal ne veut surtout pas une chose, c'est rentrer dans une guerre d'usure. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir une guerre d'envergure, ou il pourrait y avoir aussi une guerre plutôt ciblée. Il faut savoir que au-delà de cela, le Hezbollah aussi se prépare à une guerre face à Israël, mais toujours est-il que pour le moment, Tsahal continue à repousser la milice chiite terroriste du Hezbollah qui veut continuellement se rapprocher de la frontière israélienne. Encore cet après-midi, un terroriste du Hezbollah a été éliminé par un drone israélien. Ce dernier se présentait, se rapprochait de la guerre, de la frontière entre Israël et le Liban. Mais derrière tout ça, comme vous l'avez dit, il y a un pays qui s'appelle l'Iran, qui veut continuer à maintenir cette pression à la frontière nord entre Israël et le Liban. Et actuellement, comme on l'a dit dès le départ de cet entretien, l'armée israélienne attend que le feu vert du gouvernement israélien pour passer à l'action et pour concrètement passer, je dirais, à l'étape supérieure, ce qui pourrait aussi aider probablement le gouvernement libanais qui n'arrive pas à démanteler, à démilitariser le Hezbollah. Voilà, donc ça en stand-by, même si évidemment vous l'avez dit, il y a de l'activité. Et puis il y a aussi ces vieux drones russes, Stéphane, retrouvés au sud Liban, reconvertis en missiles longue portée. Oui, il y a eu des images qui sont passées à la télévision libanaise hier sur une chaîne de télé qui s'appelle Al Jadid, et on a vu des images de vieux drones pratiquement de l'époque soviétique. Donc je ne sais pas si vous imaginez depuis combien de temps ils existent, qui avaient été complètement démontés, mais qui étaient complètement prêts à être recyclés, avec une possibilité de porter sur elles des ogives explosifs de pratiquement 300 kilos, mais surtout qui pouvaient se transformer en missiles de croisière de moyenne et longue portée. Donc évidemment, tout ça prête à interrogation. Évidemment, Tsahal est prêt à toute, je dirais, intervention pour bloquer ce genre d'opération. Mais on voit très bien que derrière, il y a toute la stratégie du Hezbollah qui veut aller vers vers un ciblage précis de cibles bien précis sur le territoire israélien. Et on voit derrière tout ça aussi le fait qu'il y a toujours l'Iran qui procure du matériel au Hezbollah. Et concrètement, nous sommes à quelques jours d'après le cessez-le-feu et on voit très bien que les choses ne sont pas retombées ici. La tension est toujours accrue et il va falloir à un moment donné que Tsahal puisse intervenir concrètement pour redonner, en tout cas, de la sérénité, en tout cas ici, aux habitants du nord d'Israël. Voilà, et sur le long terme, c'est l'espoir de la population du nord d'Israël. Merci beaucoup Stéphane Goldin, en direct de la frontière donc israélo-libanaise. Le front sud, plus silencieux ces jours-ci, Gaza, avec une question, comment le Hamas parvient-il à contrôler sans peine la population dans les zones situées au-delà de la ligne jaune? Alors la clé, comme souvent, les finances. Dans le cas de l'organisation terroriste palestinienne, elles sont dans le vert en ce moment, puisque les services israéliens estiment entre 400 millions et 1 milliard de shekels le pactole du Hamas en liquide à Gaza. Israël aurait-il cédé aux pressions turques et qataries? Explication d'abord, Christopher Barolin. Entre 400 millions et 1 milliard de shekels. Les renseignements israéliens estiment que le Hamas cache dans ses tunnels de considérables réserves d'argent, que ce soit en shekels, la monnaie courante dans la bande côtière, mais aussi des dollars. Ces billets verts américains ont été transférés du Qatar avant le 7 octobre ou via un réseau financier du Hamas dévoilé il y a quelques semaines suite à l'élimination de l'un des argentiers de l'organisation terroriste. Le Hamas a donc accumulé des sommes colossales et constitué des réserves financières pour les années à venir. Même dans des conditions extrêmes, les terroristes ont un levier de pression sur la population civile. Ils versent des salaires à des milliers d'employés. Au cours des 2 derniers mois, les salaires ont d'ailleurs considérablement augmenté, achetant littéralement la docilité des civils. Autre source de revenus, les impôts. Chaque vente de marchandises est lourdement taxée. Les bureaux de change affiliés aux terroristes imposent de lourdes commissions sur chaque transaction. Malgré leur interdiction de grandes quantités de
tabac et de cigarettes sont rentrés à Gaza ces derniers mois. Leur revente est encore une autre source de revenus pour le Hamas. Toutes les marchandises passent par 4 points de passage dans Gaza. La réouverture du point de passage de Rafah ne sera effective qu'après le retour de Ran Gvili en Israël. Le Hamas a repris les recherches du corps du dernier otage dans le quartier de Zeytoun après un mois d'arrêt. Voilà, un sujet signé Mathieu Winding. On apprend à l'instant que Tsahal a frappé ce soir un haut responsable du Hamas en riposte à des tirs de terroristes contre des soldats. Ça s'est passé dans le nord de la bande de Gaza. Nous sommes en ligne ce soir avec le docteur Harel Horev. Bonsoir et merci, chercheur principal au centre Moshe Dayan à l'université de Tel Aviv. Alors on parle de centaines de millions de shekels et d'afflux constants de capitaux sous la pression turque et qatari apparemment, avec l'aval d'Israël quand même. Pourquoi d'après vous Israël laisse faire ? Je pense qu'actuellement, Israël choisit ses guerres. Et c'est quelque chose que l'on peut regarder comme stratégie générale, non seulement au niveau financier, mais sur tous les sujets. Israël choisit ses combats contre le Hamas, comprenant stratégiquement qu'en fin de compte, nous allons arriver à un conflit avec le Hamas pour terminer le travail. Si dans le passé, c'était des hypothèses, aujourd'hui, nous l'entendons dire clairement par Netanyahou. Et c'est une stratégie qui est basée dans la réalité. Nous avons vu que Trump, en tout cas du point de vue déclaratoire, soutient cette approche et dit le Hamas a quelques mois pour désarmer et sinon l'enfer viendra. Et comme nous savons que le Hamas ne va pas désarmer, probablement l'enfer va arriver et cette guerre semble inévitable et Israël ne se préoccupe pas de ce sujet qui est très important pourtant. Ouais, donc vous dites qu'on se prépare à une reprise de la guerre. Alors on a quand même les leçons du 7 octobre, on connaît le rôle de cet argent malheureusement dans la préparation des attaques du 7 octobre. Est-ce qu'il y a vraiment davantage à gagner pour Israël, pour Gaza aussi, d'avoir une stabilité sociale à Gaza, quitte à laisser du pouvoir au Hamas, plutôt qu'à faire tomber pour de bon ce mouvement terroriste par le biais justement des finances, de couper les finances? Oui, écoutez, il ne fait aucun doute que l'argent a un rôle très négatif. Ça permet au Hamas d'enrôler des gens, de payer des salaires à temps et de préserver des grosses réserves pour la guerre à l'avenir contre Israël, puisqu'il peut payer ses combattants. Donc l'argent a un rôle essentiel, mais du point de vue d'Israël, Israël ne veut pas arrêter l'aide humanitaire qui est la source principale de cet enrichissement du Hamas, qui prend à peu près 15 à 25% et même davantage, et parfois 40% même, de cette aide humanitaire. Cela dépend de quoi cette aide est composée, parce qu'Israël ne veut pas éveiller de nouveau le débat dans le monde selon lequel, soi-disant, on affamerait la population. Il est donc préférable de laisser passer ces camions, supporter cet enrichissement très clair du Hamas en comprenant que ceci n'est que temporaire. Toute autre chose, il faut le dire, si Israël n'a pas l'intention de revenir, et je ne pense pas que ce soit le cas, si Israël n'a pas l'intention de revenir, c'est évident que c'est épouvantable, c'est très grave. Donc revenir à la façon de penser du 6 octobre, mais moi ce que je comprends, que ça n'est pas du tout cette approche stratégique en Israël et que, à mon avis, bientôt, dans quelques mois probablement, Israël reviendra s'occuper du Hamas et donc ils avalent pour l'instant cet élément-là. Ouais, effectivement. Alors concrètement, que se passerait-il en maintenant évidemment l'aide humanitaire à Gaza, mais que se passerait-il si les finances du Hamas étaient asséchées pour vous? Est-ce que ce serait le chaos à Gaza? Est-ce que ce serait peut-être plus facile justement de venir à bout de ce mouvement terroriste? Oui, le terrorisme vit de l'argent, ça a toujours été le cas et ça fait longtemps que les spécialistes du terroriste sont arrivés à la conclusion que pour détruire un mouvement terroriste, vous devez suivre l'argent qui le fait vivre. Dans le cas du Hamas, c'est certainement vrai puisqu'il détient une sorte d'État. Et on ne peut pas gérer un État sans payer des salaires, sans avoir des fonctionnaires, des activistes, des travailleurs. Et si vous ne les payez pas, eh bien, l'économie, à un moment donné, finit par vaincre le pouvoir. C'est ce qu'on voit ces jours-ci. C'est une bonne occasion de dire quelque chose sur le côté, l'aspect iranien. Vous savez, beaucoup de gens pensaient que les sanctions ne servaient à rien en Iran. Mais nous voyons que la situation économique en Iran aujourd'hui, et c'est ce qui crée
la pression essentiellement. Et c'est la vérité aussi pour le Hamas. Si vous enlevez l'argent au Hamas, eh bien, cela amènera à son affaiblissement. Oui, en effet, l'argent est très, très important. Effectivement. Un petit mot pour conclure sur Ran Gvili. Est-ce que vous pensez que sa restitution, ça pourrait changer les choses, c'est-à-dire que ce serait un tournant, éventuellement, ce serait plus facile pour Israël, après coup, de reprendre les hostilités face au Hamas? Est-ce que c'est l'une des clés, vous pensez, en quelques mots? Je pense que du point de vue d'Israël, ça n'est pas quelque chose qui empêche le retour de la guerre. Tout le monde sait que Ran Gvili est probablement mort d'abord et que de ce point de vue, le Hamas pense que tant qu'il détient Ran Gvili, Israël ne reprendra pas la guerre. Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le sujet de Ran Gvili empêche Israël de retourner à la guerre. Si déjà, au contraire, parce que nous avons vu par hasard avec le cas de Goldin que c'est la pression qui a ramené Hadar Goldin après 11 ans où il a été retenu là-bas. Donc je ne pense pas que c'est ça qui bloque le retour à la guerre. Voilà, maintenir la pression, c'est important. Merci beaucoup à vous pour cette analyse en direct, docteur Harel Chorev, à la traduction de Gisèle Abazon, qu'on remercie également. On va rester sur la problématique palestinienne, cette fois dans les territoires. C'est l'une des conséquences visibles de la tragédie du 7 octobre sur les chantiers en Israël. Le marché du travail israélien est en pleine mutation. Les travailleurs étrangers remplacent massivement la main-d'œuvre palestinienne. Avant la guerre, on dénombrait environ 100 000 Palestiniens qui travaillaient légalement en Israël. Eh bien, ils ne sont plus aujourd'hui que 8 000, alors que le nombre de travailleurs étrangers dépasse les 227 000. On interroge ce soir le docteur Jacques Bendelac. Merci à vous. Vous êtes docteur en économie, spécialiste de l'économie israélienne et auteur de l'ouvrage, on va le voir, voilà, Juifs et Arabes israéliens aux éditions Auteur du Monde, qui est à paraître à la fin du mois. Alors la vraie raison de cette rupture, d'après vous, elle est sécuritaire, mais il y a un problème de confiance quand même vis-à-vis de ces travailleurs palestiniens suite au 7 octobre, suite malheureusement à plusieurs attaques aussi terroristes ayant impliqué certains de ces travailleurs. Malgré les chiffres officiels, il y a encore beaucoup de travailleurs palestiniens qui sont employés illégalement en Israël. Oui, absolument. Souvenons-nous que dès le début de la guerre, le gouvernement israélien a supprimé la quasi-totalité des permis de travail qui étaient accordés aux ouvriers palestiniens. Et ceux-là, ils ont beaucoup besoin de leur travail en Israël. Vous avez dit, il y en a 100, 120 000 qui venaient avant la guerre. Et la majorité d'entre eux, depuis 2 ans, eh bien, viennent travailler illégalement en Israël. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a peut-être 40 000, 50 000 qui viennent chaque jour travailler illégalement parce que les employeurs israéliens ont besoin d'eux et parce qu'eux-mêmes ont besoin de ce revenu qui est pour eux important. Et donc, c'est un phénomène qui va en grandissant et qui ne se terminera que lorsque le gouvernement israélien redonnera les permis de travail aux 100 000 Palestiniens qui venaient travailler avant la guerre. Ouais, donc vous dites que ce serait souhaitable de redonner des permis de travail. Alors quand même sur ces chiffres officiels, on passe de 100 000 à 8 000. D'un point de vue économique, ce choc, cette transition en termes de main-d'œuvre, cet afflux massif aussi de travailleurs étrangers, est-ce que ça a été plutôt bien encaissé par le marché du travail, par l'activité économique en Israël? D'ailleurs, quels sont les secteurs où ce changement est le plus visible? Oui, parce que les travailleurs étrangers étaient déjà présents en Israël, principalement dans l'agriculture, et que depuis le 7 octobre, eh bien, ils se sont installés finalement dans la plupart des secteurs de l'activité, dans la construction, dans la restauration, dans l'industrie, dans le commerce. Ils s'intègrent très bien. Il y a une forte pénurie de main-d'œuvre en Israël depuis le début de la guerre. Ils se sont très bien intégrés, les employeurs les accueillent très bien. Et tout cela, ça prend la place, effectivement, à la fois des Palestiniens qui ne viennent plus travailler et des réservistes israéliens qui sont au front et qui ne peuvent pas travailler. Et donc, c'est une intégration qui s'est faite de façon, je crois, très positive, à la fois du point de vue des travailleurs immigrés que des employeurs qui bénéficient d'une main-d'œuvre qui est très sérieuse, qui est très travailleuse et qui donne beaucoup de production au pays. Ouais, effectivement. Un dernier mot, troisième question. On sait que les salaires perçus en Israël par ces travailleurs palestiniens, ça compte beaucoup pour l'économie palestinienne. Est-ce qu'il y a un risque de déséquilibre de l'économie palestinienne cette fois-ci ? Oui, alors je dirais plus que déséquilibre. L'économie palestinienne s'est effondrée depuis le 7 octobre, parce que les revenus du travail des Palestiniens, ça représente la moitié
du revenu national de l'économie palestinienne, de la Cisjordanie. Et du jour au lendemain, l'économie palestinienne a perdu la moitié de son revenu. Et donc c'est énorme, et donc c'est la chute de l'activité, l'augmentation de la pauvreté, le chômage qui a bondi. Et donc c'est véritablement toute l'économie palestinienne qui s'est effondrée depuis le 7 octobre 2023 et qui ne repartira que lorsque les relations avec Israël, du point de vue de l'emploi et du commerce, redeviendront ce qu'ils étaient avant le 7 octobre 2023. Ouais, donc voilà comment les attaques du 7 octobre pénalisent directement aussi l'économie palestinienne dans les territoires. Merci beaucoup à vous, docteur Jacques Bendelak, pour cette analyse en 3 questions. Un mot également de cette vague de violences meurtrières en Israël. 4 hommes tués en l'espace de 24 heures à peine. Les 4 victimes ont été abattues dans les villes arabes israéliennes de Shfaram, dans le nord, Harara, au sud, dans le Negev. Un défi évidemment pour la police qui peine à endiguer ce fléau depuis maintenant de nombreuses années. Christopher Barolin. Yasser et Fatrik Rajirat, Khaled Gadir, voilà les noms des 3 dernières victimes de la criminalité dans le secteur arabe. 3 hommes abattus par balle la nuit dernière à Shafram, dans le nord d'Israël. Nous avons reçu un signalement concernant 3 hommes blessés lors d'un incident violent. Nous sommes arrivés sur place avec des effectifs importants et nous avons trouvé 3 hommes inconscients, sans pouls ni respiration, présentant des blessures par balle. Nous avons effectué des examens médicaux et nous avons dû constater leur décès sur place. Quelques heures plus tard, c'est à Harara, dans le Negev, que la criminalité frappait à nouveau. Mahmoud Gasser, un étudiant en médecine, était lui aussi abattu par balle. 10 suspects ont été interpellés. Depuis le début de l'année, au moins 11 personnes ont été tuées dans le secteur arabe. Des violences récurrentes et des morts en hausse, selon les chiffres publiés par les organisations des initiatives Abraham. 71 morts en 2018 contre 252 en 2025, pire année jamais enregistrée. Les familles des victimes dénoncent une inaction du gouvernement. Ils sont innocents. Ils n'ont rien à voir avec les criminels dont on parle dans la société arabe. Il faudrait paralyser toute l'économie, toute la société arabe devrait descendre dans la rue demain pour manifester, faire entendre sa voix auprès du Premier ministre. Yitzhak Herzog s'est exprimé sur la violence dans le secteur arabe cette semaine. Le président de l'État d'Israël a évoqué un véritable défi national et réclamé une action urgente. Et cela nous mène à la politique et au parti pris ce soir de Daniel Haïk. On va revenir ce soir sur le drame d'hier soir à Jérusalem. Un adolescent orthodoxe, Yosef Eisenthal, 14 ans, tué après avoir été renversé par un autobus lors d'une manifestation contre la loi sur l'enrôlement. 3 autres manifestants ont été légèrement blessés. Bonsoir Daniel Haïk, notre analyste. Bonsoir. Alors, on veut d'abord comprendre avec vous, Daniel, évidemment, beaucoup d'hypothèses. Est-ce qu'il y aurait eu un petit peu de précipitation à réfuter d'emblée la thèse de l'attentat ? Alors écoutez, rien ne permet de parler d'attentat dans le cas précis. C'est vrai qu'on a souligné que le chauffeur était d'origine arabe, mais ça ne suffit pas pour en faire un terroriste automatiquement. Il s'est retrouvé visiblement dans une situation extrêmement complexe, extrêmement tendue. On sait qu'il a téléphoné à la police avant de démarrer son véhicule, mais il est clair qu'il n'aurait pas dû agir comme il l'a agi, qu'il soit juif, qu'il soit arabe. Ce n'est pas le point important. Le point important, c'est que dans n'importe quelle circonstance, il n'aurait pas dû perdre ses moyens et démarrer son véhicule et traîner comme cela s'est produit. Donc ce jeune garçon sur plusieurs centaines de mètres, comme l'a prouvé, on va dire comme l'ont prouvé en tout cas les images. Alors, donc il doit endosser une responsabilité. D'un autre côté, Daniel, il y en a qui dénoncent certaines attitudes lors de ce type de rassemblement régulièrement. Oui, les attitudes des rabbins, et je pense qu'aujourd'hui il faut parler des rabbins aussi, parce qu'eux aussi ils doivent endosser une forme de responsabilité. Vous savez qu'il y a dans la Torah, il y a un principe qui dit que derech eretz kadma la Torah, c'est-à-dire la bonne conduite a précédé la Torah, l'existence de la Torah. C'est-à-dire que on ne peut pas prétendre être à la fois, on va dire, membre de l'unité d'élite du monde de la Torah, les porteurs de l'étude de la Torah, et de l'autre côté se comporter comme des anarchistes ou comme des voyous, comme des délinquants. Comme cela s'est produit hier, on a vu des images qui sont choquantes de jeunes orthodoxes qui jetaient des pierres, qui ont agressé des journalistes, qui sont allés, on va dire, à la confrontation avec les forces de sécurité. Et ça, ce n'est pas
capable. Et la deuxième question, et je rajouterai à ce point-là, le fait que la victime, malheureusement, ce jeune garçon, Youssef Eisenthal, n'avait que 14 ans. Quel est le rabbin qui a permis à un jeune de 14 ans de descendre dans la rue en pleine soirée, au lieu, par exemple, d'étudier la Torah? Et je pense que quelque part, ces rabbins ont une responsabilité. Il y a un autre principe dans la Torah qui dit que les rabbins ne pourront pas se laver les mains d'avoir une responsabilité, d'avoir fait couler ce sang. C'est une formule extrêmement radicale, mais cela signifie qu'ils ont aussi une responsabilité dans ce genre d'événement. Ouais, effectivement, image déchirante de ce jeune Youssef. Alors, quelles auraient été les réactions, c'est la dernière question, Daniel, si une telle scène s'était produite à Tel Aviv pendant les manifestations de la place Kaplan? Moi, je dois vous avouer que ça a été immédiatement ma comparaison. Je dois avouer, j'ai suivi aujourd'hui, on en a parlé dans les médias, mais on n'en a pas parlé de manière massive. On n'est pas revenu, on va dire, de manière systématique sur ce qui s'est passé hier. Les images étaient choquantes, effectivement. Mais je n'ose imaginer ce qui se serait passé si d'aventure un militant du Likoud ou même un policier, la voiture d'un militant du Likoud, d'un policier avait foncé sur un des manifestants de Kaplan, de ceux qui manifestent depuis plusieurs années, et si un d'eux avait été tué, je pense qu'on aurait assisté à un tremblement de terre aussi de la société israélienne aujourd'hui. Ça aurait été peut-être justifié, mais ça aurait été également justifié de faire trembler la terre après ce qui s'est passé hier. Il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures dans ce genre d'événement. Effectivement, c'est donc votre parti pris. Merci beaucoup, Daniel Haïk. Allez, on change de décor. L'Amérique, cette fois, est la suite du feuilleton de l'opération des forces US au Venezuela. Un Donald Trump qui reprend clairement la main d'un point de vue géopolitique et qui laisse surtout planer le flou quant à ses intentions sur d'autres théâtres. Cap sur Washington avec notre correspondant. Bonjour Antoine Delard devant la Maison-Blanche. Antoine, on pense au Groenland notamment. Oui, depuis l'attaque sur le Venezuela, Donald Trump se sent pousser des ailes, convaincu plus que jamais que la force l'emporte sur le droit international. Il est désormais déterminé à s'accaparer le Groenland et la porte-parole de la Maison-Blanche indique que pour atteindre cet objectif, toutes les options sont sur la table, y compris le recours à la force, y compris une intervention militaire, même s'il précise que la diplomatie reste l'option numéro 1 du président américain. Alors, est-ce que Donald Trump est prêt à déployer des soldats au Groenland? Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. C'est en tout cas ce que dit Marco Rubio, le chef de la diplomatie. Il indique que l'objectif de Donald Trump, c'est d'acheter ce territoire danois, mais que pour le moment, il n'est pas question d'y mener une opération militaire. Ces menaces, cette escalade verbale, ce serait finalement tout simplement une façon d'intimider le Danemark, une façon de faire pression pour le contraindre à céder cette île. Il faut prendre en tout cas très au sérieux les menaces de Donald Trump. Faut rappeler que lors de son premier mandat, il avait déjà essayé d'acheter le Groenland sans succès, mais on sait que depuis sa réélection, son principal objectif, c'est d'accomplir tout ce qui n'a pas fonctionné la première fois, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a placé des proches, des fidèles un peu partout dans l'administration, et ce qui fait qu'aujourd'hui, à la Maison-Blanche ou au Pentagone, il n'y a plus personne pour lui tenir tête et pour s'opposer à ses demandes. Et puis il y a aussi, Antoine, ce pétrolier russe arrêté tout à l'heure par Washington en mer. Message fort, là encore, de la part des États-Unis. Oui, ça faisait plusieurs semaines que les autorités américaines traquaient ce pétrolier qui a changé de pavillon pour finir sous pavillon russe. En fait, la Maison-Blanche explique que l'objectif de cette opération, c'est tout simplement de faire respecter l'embargo sur le pétrole vénézuélien. Ce navire faisait partie de ce qu'on appelle la flotte fantôme, ces navires qui permettaient au régime de Caracas de vendre son pétrole sur le marché noir. Alors, en arrêtant ce navire et en faisant respecter strictement cet embargo, les Américains mettent encore un peu plus sous tutelle Caracas. C'est l'objectif de Donald Trump, contrôler ce qui se passe à l'intérieur du pays sans avoir besoin de déployer des troupes au sol, et en coupant les vivres, en coupant la manne pétrolière, eh bien, il s'assure d'un moyen de pression extrêmement fort sur la nouvelle présidente par intérim à Caracas. Cette opération, c'est aussi un message qui est envoyé aux alliés du Venezuela, la Chine et la Russie. Les États-Unis leur disent qu'ils ne sont plus les bienvenus au Venezuela, dans l'arrière-cour des États-Unis, dans cet hémisphère, cette
zone d'influence de Washington. Et puis enfin, c'est un message adressé au monde entier, une nouvelle démonstration de force de la puissance américaine à un moment justement où Donald Trump menace de saisir le Groenland, y compris en utilisant la force. Voilà, rien que ça. Merci beaucoup Antoine Honard depuis la Maison-Blanche à Washington. Un expert qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir Gérard Vespierre et merci à vous, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, la FEMO, fondateur du web magazine qu'on conseille, Le Monde décrypté, et puis auteur de l'ouvrage Vers la prochaine révolution iranienne. Alors, est-ce que ces tensions, on vient d'en parler, ce pétrolier russe, en tout cas pavillon russe, risque de déboucher, vous pensez, sur une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis? D'abord, est-ce que ça fait partie des scénarios ou c'est lointain? Je ne crois pas. D'abord, dans un premier temps, la Russie a simplement demandé le retour de l'équipage impliqué. Donc, voyez-vous, les mots sont restés très, très feutrés et très pratiques et humains. Donc, il n'y a pas de rhétorique déclenchée par Moscou pour effectivement créer de leur côté un climat de tension avec Washington. Donc, je ne crois pas qu'il faille voir venir une nouvelle zone de friction entre Washington et Moscou. Et puis il y a une vraie cohérence des Américains, encore une fois, concernant les sanctions, l'application du respect des sanctions. Alors cette affaire, Gérard Vespierre, elle met en lumière un concept qui est mal connu, c'est le Shadow Fleet, c'est donc ces navires fantômes qui permettent de contourner les sanctions contre l'Iran, contre la Russie ou même le Venezuela, justement. On parle de centaines de tankers qui brouillent autour du monde les flux commerciaux. La réussite de cette opération américaine pour saisir ce navire, est-ce que vous pensez qu'elle aura un impact sur l'ensemble de ce marché noir mondial ? Bon, c'est une indication de la volonté américaine. Maintenant, il y a plusieurs centaines de pétroliers, effectivement, comme vous le dites. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 800 navires. Donc, il y aurait des moyens invraisemblables à déployer pour contrôler. Et juste à présent, effectivement, ce genre de décision n'a pas été prise. Donc, il faut plutôt s'attendre à une action psychologique. Effectivement, le fait de créer une pression sur les négociants et sur les acheteurs de pétrole, tout comme il a été décidé par Washington des sanctions contre les deux grandes firmes pétrolières russes, Lukoil et Rosneft, et donc de façon à ce que les acheteurs s'éloignent des transactions menées par ces deux compagnies. Ouais. En tout cas, votre avis plus globalement, est-ce que ce dossier du Venezuela, c'est de nature à exacerber les tensions entre d'une part les États-Unis et puis de l'autre les Chinois et les Russes? On connaît les liens entre la Chine et le Venezuela sur le pétrole, précisément. Alors oui, si on aboutissait à une chute du régime politique. Ça, c'est vraiment, à mon avis, humblement, l'objectif de Washington. Mais pour le moment, il ne semble pas que cette orientation-là soit prise. Il y a déjà eu des essais de renversement du régime Maduro en 2019 avec Juan Guaido. Ça n'a pas fonctionné. Donc cette fois-ci, il y a une opération très ponctuelle que nous connaissons tous, mais le régime est toujours en place et le fait que la vice-présidente soit par intérim laisse à Maduro son poste, sa responsabilité, son titre de président. Et donc, à cette présidence est liée une position, effectivement, de protection juridique. Ouais, important, comme vous faites, de rappeler qu'il n'y a pas encore de chute, effectivement, du régime Maduro. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir répondu en direct à nos questions. Le petit coup d'accélérateur de l'actualité, tout de suite, l'info chrono. Israël, terre de la solidarité à toute épreuve. Nouveau record absolu pour les Israéliens. En 2025, ils auront donné au total 423 millions de shekels, 133 millions de dollars pour des actions caritatives via la fameuse plateforme de dons en ligne Charity. Ni l'instabilité sécuritaire, ni les incertitudes économiques du début d'année n'ont donc entamé cet élan de fraternité. Principaux bénéficiaires, les organisations de secours, les associations qui viennent en aide aux enfants malades ou encore les écoles talmudiques, notamment celle de Safed, Tzfat, dans le nord du pays, une ville ayant subi durant de longs mois les salves du Hezbollah. Vous
sentez-vous en sécurité en Israël? C'est la question qui a été posée à un panel de plusieurs centaines de personnes. Sondage de l'Institut israélien de la démocratie qui révèle des écarts importants de perception entre juifs et arabes. Près des 3/4 des répondants juifs estiment qu'il est plus sûr aujourd'hui pour eux de vivre en Israël qu'à l'étranger. Seul 1/3 des arabes ont cette même réponse. Sur des questions concernant la cohésion sociale ou la santé de la démocratie israélienne, et bien là aussi, les répondants juifs se montrent globalement davantage confiants pour leur avenir. Enfin, devinez quelle est la ville la plus dangereuse d'Europe? Réponse Marseille, d'après l'indice 2026 Numbeo de la criminalité. Les gangs, la drogue, la cité phocéenne se distinguent en mal, violence endogène, crime organisé et à l'arrivée, plusieurs dizaines de morts rien qu'en 2023, 96 000 crimes et délits pour la seule année 2024. On retrouve dans ce sombre top 10 3 autres villes françaises, Lyon, Montpellier et Grenoble. Allez, poursuivons notre dossier de la semaine. Objectif, mieux comprendre l'Iran d'aujourd'hui et de demain en explorant cette fois la structure étonnante de la société iranienne. Parce qu'on parle souvent de l'Iran et on l'a fait cette semaine à travers son régime, son islam chiite rigoriste, ses ambitions nucléaires, mais on oublie parfois l'essentiel, la société iranienne. C'est l'une des plus jeunes, des plus instruites, des plus connectées du Moyen-Orient. Revers de la médaille, c'est aussi l'une des plus contrariées, au carrefour entre la fierté d'une civilisation majeure et d'un attrait vis-à-vis de l'Occident. Petite plongée dans les fondamentaux de cette réalité, c'est avec Déborah Benayoun. L'Iran compte près de 90 millions d'habitants, dont plus de 60% ont moins de 35 ans. Une société massivement jeune, urbanisée, connectée, avec un taux d'alphabétisation supérieur à 90%, l'un des plus élevés de la région. Des centaines de milliers d'ingénieurs, de médecins et de scientifiques sont formés chaque année. Parmi eux, de nombreuses femmes, puisqu'elles représentent entre 55 et 60% des étudiants, y compris dans les filières scientifiques. Le pays compte aussi l'un des plus forts pourcentages d'étudiants en doctorat du Moyen-Orient, notamment en ingénierie, en mathématiques et en technologie. Des diplômés qui forment l'élite scientifique du pays, dotés d'un véritable savoir-faire dans de nombreux secteurs stratégiques. Une jeunesse fière de sa culture perse, mais qui regarde aussi vers l'extérieur. Très active sur les réseaux sociaux, elle s'intéresse beaucoup à l'Occident et rêve de libertés individuelles. Des ambitions qui se heurtent à la réalité. 46 ans de révolution islamique faite de restrictions, d'isolement international, de sanctions et de déclassement économique. Le quotidien reste strictement encadré. Police des mœurs, censure d'Internet, répression. La pression est constante et maintenue par un noyau dur idéologique formé par les religieux conservateurs ou encore les gardiens de la révolution. La jeunesse finit par se révolter dans les rues de façon cyclique. 2009, 2019, 2022 après la mort de Mahsa Amini et ces derniers jours encore. Chaque fois le même moteur. Jeunesse, classe moyenne, femmes portées par une colère profonde, mais a priori sans structure politique capable de transformer la rue en alternative. À l'extérieur du pays, la diaspora iranienne joue à son tour un rôle clé. Artistes, chercheurs, entrepreneurs, journalistes, universitaires ou encore militants des droits humains. La société iranienne est en mouvement, voire en tension permanente, entre ce qu'elle est devenue et ce qu'elle voudrait être. Dès lors demeure une question, cette jeunesse détient-elle la clé de l'avenir ou restera-t-elle enfermée dans un système qui la dépasse ? Et on s'arrête sur un paradoxe iranien, former des élites qui finissent par quitter le pays. Bonsoir Déborah Benayoun, et on va voir que ce n'est pas uniquement pour des raisons politiques. Eh bien oui, déjà on peut mentionner ce constat pour résumer ce paradoxe. L'Iran est l'un des pays qui forme le plus d'ingénieurs au monde, mais aussi l'un de ceux qui en perdent le plus. Alors on l'a vu, le pays forme chaque année des millions de jeunes diplômés, des médecins, des informaticiens, des chercheurs. Parmi eux, des dizaines de milliers finissent par quitter le pays. C'est une fuite des cerveaux qui coûte énormément d'argent au pays, puisqu'on parle de milliards de dollars qui coûtent donc à l'économie iranienne. Pourquoi partent-ils ? Eh bien d'abord à cause de la crise économique et des sanctions internationales qui ont étouffé l'économie et qui ont créé de la paupérisation. Ils sont diplômés, certes, mais sans réel débouché finalement, puisque le chômage des jeunes est très élevé. Les salaires, quant à eux, sont plutôt faibles. Il semble donc finalement plus intéressant pour eux de partir à l'étranger pour trouver de meilleures conditions et également une meilleure qualité de vie. Et puis enfin, il y a la répression et les tensions évidemment générales du régime qui contribuent à ce désir de départ de la part de ces jeunes. Résultat pour l'Iran, eh bien, c'est une perte de capital humain, les meilleurs partent, ce qui freine le développement technologique et économique. Et puis la jeunesse se trouve finalement frustrée et coincée dans une société qui ne parvient pas à avancer, comme en témoigne d'ailleurs l'organisation
l'organigramme du pouvoir iranien qui est centré autour du guide suprême qui détient l'autorité ultime. On sent d'ailleurs cette frustration chez cette jeunesse dans les différentes manifestations qu'il y a eu et encore aujourd'hui dans ce rythme de manifestation depuis plus d'une dizaine de jours maintenant. Ouais, donc les structures universitaires sont bien là, manquent les structures économiques. Merci beaucoup Déborah Benayoun. Et quelques questions que l'on va poser à un spécialiste de cette société iranienne, Maître Irbod Degani Azar. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes avocat à la Cour, président de l'association Nowrouz et prix international de laïcité. D'abord, vous la voyez comment aujourd'hui cette société iranienne? On a cette image d'une société qui est verrouillée, où les citoyens sont très encadrés par le régime. Est-ce que c'est à nuancer ou bien c'est vraiment comme ça sur place? Alors, bonsoir et merci pour cette invitation. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit par Anna Benayoun. Les meilleurs ne partent pas, les meilleurs sont dans la rue aujourd'hui, en train de manifester, revendiquer leurs droits. Ils mènent une révolution et vont revendiquer leurs droits, vont obtenir le droit. C'est une société contrastée, aujourd'hui bloquée dans un système qui est sur la base d'une constitution qui met en avant, qui confisque les avoirs au profit d'une petite caste qui est corrompue de narco-politiciens dont l'objet est d'exporter la haine pour pouvoir et les richesses pour pouvoir asseoir leur pouvoir en Iran. C'est un système mafieux, mais c'est aussi un système juridiquement verrouillé, puisqu'il y a une vraie contradiction entre les textes, le droit applicable et la réalité de ce qui se déroule et de ce qui se passe devant notamment les juridictions. Donc il y a l'arbitraire, il y a la répression, il y a la violence et il y a la lâcheté. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est un système complètement verrouillé et il y a des fuites des cerveaux, des richesses. Les cerveaux, pour avoir plus de liberté notamment et un avenir, les richesses, malheureusement, ces richesses servent à créer la haine partout. Malheureusement, avec, vous l'avez dit, c'est important cette corruption endémique, effectivement. Alors justement, vous parlez de cette jeunesse qui est dans les rues en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ses véritables aspirations? Est-ce que c'est plus une volonté de se rapprocher de l'Occident avec un ancrage quand même national? On connaît aussi cette riche civilisation, ou bien c'est importer de plus en plus cette civilisation occidentale, vous pensez? Alors, on parle que de la jeunesse. Je suis désolé, mais ce qu'on voit dans la rue, ce n'est pas que la jeunesse. Ouais. C'est toute une population, c'est toutes les classes d'âge. Ce qui fait la différence entre cette révolution et peut-être ce qu'on a vu dans les différents mouvements, c'est que tout le monde est uni sur un même principe. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir doit changer. On dit que à mort Khomeini, à mort le dictateur, et les gens ne veulent plus de perspective de réforme ou d'évolution. Donc c'est important. Ce n'est pas que la jeunesse, même si la jeunesse est majoritaire, la jeunesse aspire à deux choses, la liberté et la survie. Et donc à partir de ce moment-là, elle est suivie par toute la population. Et sur la base de 3 éléments ou 4 éléments qui, en plus, aujourd'hui, elle semble avoir une vraie perspective, elle souhaite une démocratie, donc de la liberté et le libre choix. Elle souhaite d'avoir des perspectives d'avenir, de vivre en paix, dans un pays uni et dans un pays laïque. On entend ça. Moi, je ne fais que vous redire simplement les mots d'ordre qu'on entend dans les rues. Et c'est toujours autour de ces 4 points-là. Ouais. Alors justement, la suite, est-ce que vous pensez que le régime, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses à ce stade évidemment, mais est-ce que le régime peut vraiment évoluer? Est-ce qu'il y a une volonté d'évolution de l'intérieur? Est-ce qu'il aurait cette intelligence d'évoluer? Ou bien ça passe forcément nécessairement par une cassure à court moyen terme? Alors, il existe une perspective entre les deux, c'est ce qu'on appelle la transition. Des outils existent, on n'a pas le temps de les développer, notamment en termes onusiens, mais on n'a pas le temps de le développer. Les gens, je n'entends personne demander des réformes. J'entends uniquement demander la chute de ce régime et un changement radical, si vous voulez. J'entends rien d'autre. Je n'entends que ça. Et à partir de ce moment-là, les choses sont claires. Et malgré le fait que, on le sait, il y a des discussions entre les soi-disant réformateurs et notamment des diplomaties extérieures sur le fait de vouloir réformer les choses, mais personne n'en veut dans la rue. Ouais. Aujourd'hui, ils veulent un changement. Et en quelques mots, le pouvoir idéal pour vous, qui correspondrait à la structure de la société et aux aspirations évidemment iraniennes, ce serait quoi pour vous en quelques mots?
Excusez-moi, mais il ne m'appartient pas de donner le pouvoir idéal. Le pouvoir idéal, c'est celui qui sera choisi par le peuple, qui aura récupéré, après une période de transition, qui choisira son modèle de pouvoir, qui choisira son régime exactement, et qui reprendra en main, comme le disait Mme Benenghoun juste avant, on ne manque pas de cerveau pour assurer la transition et assurer la continuité des services de l'État. Ouais, la balle dans le camp du peuple. Et donc, à partir de ce moment-là, il existe aujourd'hui, ouvrez les prisons, il existe beaucoup de gens. Il y a des appels à l'extérieur. Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui scandent le nom du fils de l'ancien roi, qui est donc le prince Pahlavi, qui, a priori, et très certainement, a déclaré vouloir mener une transition pour amener un vote qui serait un vote libre et démocratique. Si c'est le choix de la population, ce sera le choix de la dépopulation. Mais les principes sont les mêmes, et j'entends d'ailleurs de partout, c'est toujours vraiment, et on parle beaucoup avec des gens en Iran, les mêmes principes, c'est réellement pas de réforme, démocratie, unité nationale, liberté publique, et c'est tout. Ma seule demande personnelle, si je peux me permettre d'aller au-delà, c'est que quelle que soit la suite, il faudrait valider et ratifier les traités de Rome pour permettre d'avoir des poursuites et un jour un devoir de mémoire par rapport à toutes les victimes. Oui, justement, devoir de mémoire, c'est important parce qu'il y a beaucoup de victimes, malheureusement. En quelques mots, votre commentaire aussi sur la suite des événements. Est-ce que vous pensez que la répression, malheureusement, risque de s'intensifier? Est-ce que c'est le scénario le plus crédible à ce stade, au vu de ce qui se passe? Dans ce moment, cet espace-temps où les réformateurs sont en train de discuter et essayer encore une fois, de mentir au peuple, ils ont demandé, par exemple, les espions ont demandé à la police de ne pas faire plus d'exactions contre la population. Mais malheureusement, je pense qu'ils verront que ce n'est pas ce que veut le peuple. Et à partir de moment, oui, je crains malheureusement qu'il y ait beaucoup d'effusion de sang. Je pense sincèrement que la population iranienne a fait sienne aujourd'hui la citation de Gandhi qui disait que là où il y a le choix entre lâcheté et violence, je conseillerais la violence, et qu'aujourd'hui la population iranienne est prête à vraiment aller dans ce régime et obtenir par la force la fin de ce régime. Rentrer dedans et obtenir par la force la fin de ce régime. L'espoir visiblement de beaucoup d'Iraniens, y compris depuis la diaspora. Merci beaucoup à vous, maître Irbod Degani Hazar, d'avoir été en direct avec nous ce soir. À des images, on va finir par l'Europe, ces images et ce triste souvenir en France, 11 ans jour pour jour depuis la tragédie de Charlie Hebdo, les frères Kouachi qui assassinaient 12 personnes. Le coup d'envoi malheureusement d'une série noire, puisque le lendemain, une policière a été tuée à Montrouge par un troisième terroriste, Amédi Koulibaly, qui sera le 9 janvier 2015, et bien l'auteur de la tuerie de l'hypercachère de Vincennes. Voilà, cérémonie d'hommage, y compris de la part du président Emmanuel Macron. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous retrouvez Raphaël Hassine pour Ça se débat et ses débatteurs. Et ensuite, ce sera le magazine Défense en compagnie de Chiani Guidalia. Très bonne soirée à tous sur i24.